cycle de l'eau commence dans les océans. Chauffée par le soleil, l'eau s'évapore, elle se condense en nuages, puis se déverse en pluie ou encore en neige. Elle infiltre alors les sols où elle forme d'immenses réserves d'eau sous terre. J'ai rejoint d'autres gouttes d'eau pour m'installer pendant quelques milliers d'années dans la nappe phréatique des Landes, une réserve d'eau souterraine. Mais le repos n'est pas éternel. Je sens une force qui m'entraîne à la surface. Une pompe, placée dans un forage, m'aspire à travers de gros tuyaux et m'emmène sans le savoir vers un nouveau voyage. L'eau contient toutes sortes d'impuretés, essentiellement de l'argile en suspension, des matières organiques, mais aussi des virus, des bactéries, toutes sortes de produits que l'on ne peut pas voir et qui sont aussi très très dangereux. Donc tout ça, il va falloir effectivement l'éliminer et ça fait partie du processus de potabilisation. Et pour que cette eau redevienne bonne à boire, on va donc devoir employer les grands moyens. Et il y en a combien des piscines comme ça? Il y en a 12. L'eau va décanter en passant d'un bassin à l'autre, et à chacun son rôle. Par exemple, ces bacs contiennent de fines billes d'argile qui retiennent les impuretés visibles. Dans les suivants, c'est un fin tamis de sable qui va jouer le rôle de filtre naturel. Mais il reste encore une menace, invisible à l'œil nu. Et ce sont ces gros cylindres appelés ozoneurs qui vont s'en charger. Et vous allez pouvoir voir ici, en fait, le traitement à l'ozone. On voit parfaitement ces petites bulles là que vous voyez, c'est de l'ozone. L'ozone est un oxydant très puissant qui va tuer tout ce qui est virus, tout ce qui est bactéries. En fait, l'ozone est efficace sur tous les nuisibles microscopiques qui sont contenus dans l'eau. À l'issue de tout ce processus, l'eau est dépolluée, bonne à distribuer au robinet. Pour s'en assurer, l'eau va tout de même passer un dernier test. Un test plutôt surprenant. Sarah Octobon est goûteuse d'eau. Chaque jour, elle déguste la production de l'usine pour y détecter d'éventuelles anomalies. Un rôle clé, car aucune machine ne peut égaler la précision des papilles humaines. À la vôtre, hein? À la vôtre. Alors, pour préserver ses papilles, Sarah a interdiction de fumer, de boire du café ou de manger épicé. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme sensation quand il y a un problème? De temps en temps, si on a un problème d'ozone, en fin de compte, on va goûter cette eau. Et s'il y a vraiment un problème, là par contre, on sentira un goût mandarine. Et qu'est-ce qui se passe si vous sentez ce goût de mandarine? Vous vous dites attention, il faut arrêter la distribution? Oui, tout à fait, oui. Vous sentez quoi, vous, là-dessus? Pour moi, c'est un goût neutre. C'est ce qu'on appelle un goût neutre, c'est-à-dire qu'elle est bonne à boire. J'emprunte à nouveau des tuyaux souterrains. Pour être sûr de ma qualité, des prélèvements et des contrôles sont réalisés par l'Agence régionale de santé. Cette batterie de contrôle terminée, me voilà prête pour la vie de château. C'est reparti pour un tour dans les tuyaux? Suivez-moi. Partons à l'assaut du château. Ici, pas de pont-levis. Il s'agit d'un château d'eau. C'est une construction servant à stocker de l'eau en hauteur. Arrivé au sommet, c'est ici que nous attendons dans un immense réservoir, jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de nous et ouvre son robinet. Mais comment j'arrive chez vous? Facile, c'est la hauteur de la réserve d'eau et la pente naturelle qui me donne une pression suffisante pour arriver jusqu'aux habitations. Une station d'épuration va permettre d'enlever les polluants des eaux qu'on a dans les lavabos, dans les toilettes, dans les baignoires tout simplement. On va les traiter pour les renvoyer ensuite dans le milieu naturel qui est ici l'Isère, dans une qualité équivalente à ce qu'on a dans la rivière. Alors la première étape dans le phénomène d'épuration, ça va être le dégrillage qui va éliminer toutes les matières insolubles, les lingettes, les mégots de cigarettes, les cotons-tiges, tout ce qui n'est pas soluble dans l'eau et qu'il faut éliminer avant d'envoyer dans les différents bassins de traitement. Une fois qu'on a enlevé tous les indésirables non solubles, on va avoir des graisses, du sable. Le sable va tomber au fond du bassin et les graisses vont être, elles, relevées à la surface du bassin grâce à des fines bulles et ensuite raclées en surface. Une fois qu'on a enlevé les bouts de plastique, le sable et les graisses, on envoie les eaux dans le bassin d'aération qui est le cœur de la station qui lui est agité en permanence et dans lesquels sont cultivées des bactéries qui vont se nourrir de la pollution qui est contenue dans les eaux usées. Donc on va agiter ce bassin, on va l'aérer et on donne au milieu des bactéries les éléments nécessaires pour qu'elles puissent se développer. Et ce développement va éliminer la pollution. On arrive enfin, après le bassin d'aération, sur le clarificateur, le grand bassin qui est juste derrière moi, qui lui va être une zone de calme en fait, pour les eaux.
Et on va avoir dans ce bassin la séparation entre les boues qui sont plus lourdes de l'eau qui a été épurée de tous ces polluants et qui va donc déverser au-dessus du bassin. On va ensuite l'envoyer vers le milieu naturel. La station d'épuration, sur la majorité des paramètres sur lesquels on mesure les polluants, enlève 98 à 99% des polluants qui arrivent en entrée de station. Donc la station d'épuration est intercommunale, elle gère les eaux usées de 18 communes différentes et on a à peu près 15 à 16 000 habitants qui sont connectés dessus. Alors ce qu'il faut retenir sur une station d'épuration, c'est que c'est un process biologique et que du coup, il va très mal tolérer les polluants chimiques comme les huiles de vidange ou d'autres types de polluants et qu'on traite mal également tout ce qui sera lingettes, polluants plastiques qui vont occasionner des particules qui vont finir dans le milieu naturel. Ils sont sur nos poêles, sur nos parapluies et surtout dans nos organismes. Et malheureusement, ils sont très dangereux. Oui, je parle bien des PFAS, ces polluants éternels toxiques. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? PFAS, c'est l'acronyme de per- et polyfluoroalkylés, une famille de produits chimiques qui permettent de rendre les surfaces imperméables, anti-taches, anti-adhésives et résistantes à la chaleur. On les retrouve donc sur les nappes, les vêtements, les poêles, les cosmétiques, les batteries, les peintures, bref, partout. Et ce n'est pas en mangeant un aliment cuit dans une poêle qu'on est contaminé. Le simple fait de produire des PFAS suffit à polluer l'environnement et donc les êtres humains. En fait, les PFAS sont quasiment impossibles à détruire, donc plus on en produit, plus ils s'accumulent sur Terre. Ils sont absorbés par les poissons, les animaux, on les retrouve dans l'eau que nous buvons, les légumes que nous mangeons. Ils finissent forcément par nous empoisonner. À tel point qu'on en a retrouvé dans 100% des personnes testées en France, selon une étude publiée en 2019. Et je dis empoisonnés parce que ces produits chimiques sont très toxiques pour la santé. Les PFAS peuvent provoquer une diminution de la réponse immunitaire à la vaccination, une baisse de la fertilité, des cas de cancer, de diabète ou d'obésité, ou encore une perturbation du fonctionnement du foie. Face à tous ces risques, les chercheurs s'activent pour trouver des solutions pour détruire ces produits. Oui, parce que ni les stations d'épuration, ni les usines de potabilisation de l'eau n'éliminent ces molécules. Une enquête publiée par plusieurs journaux européens, dont Le Monde, révèle qu'il faudrait que l'Union européenne débourse 100 milliards d'euros par an pendant 20 ans pour éliminer ces polluants éternels. Ça fait beaucoup d'argent, donc pour l'instant, la solution la plus simple serait d'arrêter complètement la production des PFAS.